Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise. Vous le savez, l'élection présidentielle est achevée. Les résultats provisoires ont été donnés par le ministère de l'Intérieur via l'organisme en charge de ces élections. Maintenant, place à la suite de ce processus. Pour aborder cette question, nous recevons dans ce studio le docteur Arcel Moreau. Et puis, il y a également Lisiane Neher, analyste politique. Bienvenue à vous dans ce studio de Gabon 24. Merci, M. Agaya, pour l'invitation. D'accord. Alors, on évoque justement pour cette première partie d'émission ce que prévoit la loi, ce que dit la loi. Après la déclaration des résultats provisoires par le ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qui est juridiquement prévu? Que dit la loi à ce niveau? Docteur Arcel Moreau. Alors, nous avons, du point de vue juridique, deux dispositions importantes. Les dispositions de l'article 354 du Code électoral et les dispositions de l'article 44 de la Constitution qui réglementent justement la matière relative au chef de l'État, au président de la République. Alors, dans le premier des cas, concernant notamment l'article 44 de la Constitution, il est prévu deux situations après la proclamation des élections présidentielles. La première correspond au fait qu'à la situation où il n'y a pas de contestation des résultats de l'élection par la Cour constitutionnelle, par les candidats, tant pour moi, devant la Cour constitutionnelle. Et dans ce cas, la Cour dispose d'un délai de 7 jours à compter de la date de publication des résultats pour rendre son verdict final sur les résultats qui lui ont été présentés par l'organe de préparation des élections. Donc 7 jours. C'est 7 jours à partir de la date de publication. D'accord. Maintenant, l'article, le paragraphe 3, lui, il prévoit qu'en cas de recours intenté par un des candidats ou un citoyen ayant qualité par rapport à sa circonscription électorale, de recours introduit devant la Cour constitutionnelle, la Cour dispose de 15 jours, cette fois-ci, avec un délai supplémentaire de 6 jours pour permettre à la Cour constitutionnelle de mieux apprécier l'ensemble des requêtes formulées. Donc, en résumé, par rapport à l'article 44 de la Constitution, en cas de non-contestation devant la Cour des résultats, la Cour dispose de 7 jours pour proclamer le président élu. En cas de contestation, la Cour dispose de 15 jours, mais ces 15 jours, on les calcule à partir des 6 jours après la proclamation des résultats. D'accord. Par contre, l'article 354 de la Constitution, c'est lui qui prévoit que les candidats disposent d'un délai de 8 jours. Ah d'accord, ce sont les candidats qui disposent d'un délai de 8 jours. Et pas seulement les candidats, toute personne qui a qualité à agir pour contester les résultats qui ont été annoncés. Donc le délai est de 8 jours. D'accord. À partir toujours de la date de publication des résultats. Donc voilà un peu la base juridique vers laquelle qui gère cette période post-électorale. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraisemblablement, peut-être que la question arrivera, vraisemblablement, il n'y a pas encore à ce jour de déclaration d'un des candidats ou d'un citoyen qui a qualité à agir pour contester les élections, les résultats tels qu'ils ont été annoncés par le ministère de l'Intérieur. Alors, Lisiane Neher, la déclaration provisoire des résultats de cette élection a été faite par le ministère de l'Intérieur, par la commission elle-même. Ensuite, il y a eu ces félicitations adressées par d'autres candidats. Alors que d'autres, également en face, ont quand même dit prendre acte de cela, ne pas aller jusqu'au dépôt d'un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Est-ce à dire qu'au stade actuel des choses, les dispositions contenues justement dans le nouveau code électoral sont conformes et sont à respecter à ce jour? Oui, à ce jour, toutes les dispositions du code électoral ont été respectées. Après l'annonce du ministère de l'Intérieur, la loi dit qu'il faut qu'il transmette sans délai ces résultats à la Cour constitutionnelle qui, comme le relevait le docteur Moreau, a 7 jours francs pour promulguer les résultats définitifs. Donc nous sommes dans cette période. Nous avons entendu les différents candidats à la présidentielle féliciter le vainqueur annoncé et par là dire qu'il n'allait pas déposer de recours. Maintenant, comme le précisait le docteur qui est spécialiste en la matière, il y a également des citoyens qui peuvent déposer des recours à titre individuel s'ils en ont la qualité. C'est peut-être à ce niveau-là que pourraient se situer quelques surprises, mais vu l'effervescence que nous avons vue, ce serait quand même improbable qu'une telle situation se
se présente, mais si elle venait à se présenter, la loi a prévu que la Cour se prononcerait dans un délai de 15 jours à compter des 7 jours prévus par la loi. Donc, je pense que nos différents textes prévoient les différents cas de figure qui pourraient se présenter. Alors, dites-moi, docteur Arsène Moreau, lorsqu'on parle par exemple d'un citoyen qui pourrait déposer un recours, de quel citoyen s'agit-il? Quelle est la qualité de ce citoyen? Est-ce à dire qu'un Gabonais, par exemple, je ne sais pas, pour prêter, prendre pour exemple... Voilà. Citoyenne gabonaise... Lisiane Meyer, citoyenne gabonaise, sans une autre qualité, peut faire recours à la Cour. Toute cette matière est prévue dans le Code électoral. D'accord. Bien entendu, il y a un principe de compétence de territorialité, c'est-à-dire que je ne peux demander l'annulation des élections que là où j'ai voté, parce que j'ai un élément de preuve qui montre que les résultats transmis aux autorités ne sont pas conformes à ce qui a été annoncé par le président du bureau de vote et affiché devant le bureau de vote, comme le prévoit désormais le code électoral. C'est une chose. Donc, ce citoyen a qualité à agir. Donc, moi, depuis là où j'ai voté, à l'école Puy de Nguema, chez moi, au 2e arrondissement OIM, je peux, si cela était le cas, bien soumettre une requête à la Cour constitutionnelle en annulation des résultats, notamment liés à ma circonscription électorale, avec tout ce qu'il y a comme conséquences et procédures prévues par la Constitution elle-même. Ensuite, ce qu'il faut également souligner, on a un acteur dont on n'a pas encore parlé dans ce processus en cours, c'est l'ACR, l'autorité de contrôle des élections, qui joue un rôle très très important. Il est vrai que la commission électorale, le CGE ont été supprimés, mais l'organe qui joue en réalité ce rôle aujourd'hui dans notre dispositif électoral, c'est l'autorité de contrôle des élections et du référendum, l'ACR. C'est cette autorité-là qui a qualité à certifier les résultats qui ont été envoyés par les différentes commissions provinciales. D'abord, il faut souligner que dans la phase de centralisation locale des résultats, par arrondissement, par commune, ensuite par département et par province, chaque rapport, chaque procès verbal de province est envoyé automatiquement à la CR et une autre partie à la Cour constitutionnelle et un autre exemplaire au ministère de l'Intérieur. Donc la CR, je pense que selon ses méthodes et sa procédure de travail, va nécessairement saisir la Cour constitutionnelle, certainement aussi aviser le ministère de l'Intérieur des observations éventuelles qu'elle pourra avoir apportées sur les résultats qui ont été annoncés. Alors, au stade où on en est, en tenant compte de l'organisation de ces élections avec les organismes qu'il y a autour, quelles sont les avancées selon vous en regardant dans cette élection présidentielle du 12 avril dernier? D'accord. La première avancée, c'est déjà la dépolitisation des organes de gestion des élections. Nous n'avons plus des organes de gestion où il y avait la présence des personnalités politiques, qu'elles soient de l'opposition ou de la majorité. Ça a été confié à l'administration qui, par nature, est neutre. Ça, déjà, c'est à relever. Ensuite, même pour l'organe qui est l'ACR, il a également été choisi des personnes apolitiques qui n'avaient pas de fonction officielle, que ce soit au gouvernement ou dans des organismes politiques. Donc ça, déjà, c'est un premier élément qui, je pense, a favorisé un climat serein de travail au sein de ces organes de gestion des élections. La deuxième avancée, ça a été, à mon sens, le fait de rendre autonomes très rapidement les commissions électorales. Nous les avons vues se déployer très rapidement et de façon autonome sur l'ensemble du territoire national et dans les commissions consulaires. Elles ont reçu tout le matériel électoral à temps et elles ont pu, en toute indépendance, former les scrutateurs au nouveau code électoral, à la rédaction des procès-verbaux, etc. Ce qui a fait que nous n'avons pas enregistré des normes, enfin, peut-être il y en a eu, je n'en sais rien, je présume, mais je n'ai pas connaissance à ce jour qu'il y ait eu des contestations sur, par exemple, la rédaction et l'affichage des procès-verbaux devant les bureaux de vote. Comme précédemment, où on avait des candidats qui criaient à la fraude des procès-verbaux en présentant des photocopies ou des photos de procès-verbaux, ou comme le soulignait M. Moreau, des électeurs même qui contestaient ce qui avait été affiché publiquement devant les bureaux de vote et devant les différentes commissions électorales. Donc ça également, c'est à saluer. Et je pense que c'est tous ces facteurs-là. Il y a aussi eu l'introduction des nouvelles technologies. Nous avons vu
les représentants de la CNOSER présentaient des téléphones portables qui avaient été remis aux différents responsables de commission pour permettre une compilation avec numérique, des résultats, ce qui a permis que nous ayons pour la première fois des résultats au bout de 24 heures après le scrutin. Donc je pense que le travail du ministère de l'Intérieur, notamment la CNOSER, est à féliciter et tous les Gabonais ont été contents. Nous avons entendu plusieurs citoyens dire « Ah, on ne savait pas que c'était possible ». Ben oui, ça a été rendu possible par le travail de tous les techniciens et de toutes les autorités au sein du ministère de l'Intérieur et notamment de la CNOSER. Alors oui, docteur Arcel Moreau, au-delà de tous ces éléments, en comparaison encore avec les élections dernières, celles de 2023, que l'on a pu vivre au Gabon, il y a quand même une différence du point de vue juridique, in fine. Bon, et je ne dirais pas du point de vue juridique parce qu'elle vient de relever les éléments importants. Oui, c'est vrai que sur le plan juridique, on peut rajouter la question de l'observation électorale qui a été renforcée dans le cadre de ce code-là, où les observateurs, qui sont l'élément de base de crédibilisation d'un processus électoral, l'observation a été étendue à toutes les étapes du processus électoral. Donc, pas seulement observer de loin, mais rentrer dans le bureau de vote, assister aux phases de dépouillement, de comptage, de calcul des suffrages, que ce soit au niveau du bureau de vote qu'au niveau des commissions de centralisation locale et puis nationale. Donc, c'est vraiment un élément très, très important. Sur le plan juridique, c'est peut-être l'ajout, le complément à ce qu'elle a dit de manière tout à fait brillante. Par contre, ce qu'il faut relever, c'est d'abord, c'est essentiellement, en plus de ces éléments qu'elle a relevés, c'est sur le plan politique. D'accord. Vraiment, il y a eu des avancées d'ordre juridique à travers le code électoral pour renforcer la transparence et augmenter la confiance des citoyens dans le processus. Mais également, il y a le climat politique préélectoral et électoral. Donc, le climat politique, pour venir sur la gestion pour du scrutin, nous avons assisté à une élection où les citoyens n'ont pas senti une pression socio-politique ou environnementale, dans le sens qu'il n'y avait pas, pendant la journée du vote, de coupure d'Internet, il n'y avait pas de déploiement des dispositifs militaires, de bunkers et de chars positionnés dans les grands centres urbains, dans les grands arrondissements, dans les quartiers. Tout cela qui ajoute une forme de peur. Et le vote, en réalité, n'était pas libre dans ce contexte-là. Les gens votent avec une forme de peur. Les gens, parfois, ne vont même pas voter parce qu'ils ont peur. Donc, tout cet environnement-là a favorisé, en plus de ces éléments juridiques de réforme de fond, a favorisé la tenue d'un scrutin très calme, très on va dire, en phase avec les principes attendus d'une élection, à savoir une élection libre, transparente et crédible. Alors, restons sur ces éléments juridiques. Ce qui a changé véritablement pour cette année 2025 comparativement aux années antérieures telles que 2023, docteur. Alors, je pense qu'on a déjà relevé essentiellement, d'abord, il y a cet élément important qu'elle a souligné, cette dépolitisation des structures de gestion des élections, parce que du moment où il y avait une forte parité ou représentativité des partis politiques ou des acteurs engagés au sein des commissions électorales, cela créait des tensions, des doutes, des suspicions qui ne favorisaient pas un travail serein. Vraiment, c'était un élément important. Donc la confiance a été faite à l'administration. D'abord, c'est le premier élément. Le deuxième élément important concerne la gestion proprement dite du scrutin. Aujourd'hui, nous avons l'obligation d'affichage immédiat des résultats devant les bureaux de vote, ce qui est une réforme majeure, parce qu'à partir de là, on réduit, je pense, 50 à 70% de la fraude. Dès lors que le procès est affiché devant le bureau de vote, est affiché devant la commission de centralisation d'arrondissement ou communale, on réduit les tripatouillages qui étaient évidents par le passé, et ça augmente de l'autre côté, la surveillance, la vigilance et non un contentieux suffisamment documenté pour contrer tout risque de manipulation des résultats. Et l'autre aspect important que nous avons essayé de parler tout à l'heure là a concerné l'observation électorale. L'observation électorale, déjà en 2023, les observateurs internationaux n'étaient pas acceptés au cours de ce scrutin. C'est revenu en 2023. Mieux, le code électoral, le nouveau, a consacré un chapitre entier sur l'observation électorale. Et le statut d'observateur électoral avec la protection légale et administrative qui l'accompagne s'étend non seulement aux observateurs régulièrement accrédités
en ce qui concerne, par exemple, les organisations de la société civile locale ou encore des organismes internationaux tels que la CAC, l'Union européenne, l'Union africaine ou la CAC, et également les représentants des candidats dans les bureaux de vote bénéficient également de ce même statut d'observateur. Et on n'observe plus seulement qu'une partie du processus, c'est-à-dire dans le bureau de vote ou à l'extérieur, mais on assiste à toutes les étapes. Pendant que les gens votent, pendant la phase de dépouillement, de remplissage de procès-verbaux, ils gardent également un exemplaire du procès-verbal, mais également ils peuvent assister, aller visiter et contrôler ce qui se passe pendant les phases même de centralisation des résultats dans une commune, dans un arrondissement ou dans un département. Donc, vraiment, toutes les garanties du point de vue juridique ont été posées pour que nous ayons une meilleure organisation des scrutins moins contestés comme par le passé. Alors, une question se pose quand même, hein, puisqu'on parle de cette évolution juridique en ce qui concerne les élections. Il y a que, selon certaines indiscrétions, des candidats ou un candidat se serait refusé de mettre à la disposition du ministère de l'Intérieur, par exemple, la liste de ses représentants dans les bureaux de vote. À partir de ce moment, à qui doit-on s'en prendre? Bon, d'abord, ce qu'il faut souligner très rapidement, c'est que le code électoral prévoit que la désignation des observateurs, des représentants des candidats relève des partis politiques eux-mêmes. C'est d'abord le principe. Et il y a un délai légal qui est prévu pour le faire. Ensuite, peut-être ça peut être une stratégie pour un parti politique pour dire si j'annonce ma liste de candidats dans un certain délai, peut-être qu'on peut avoir le temps de les connaître, de les soudoyer. Là, nous ne sommes plus sur le droit. Là, nous sommes maintenant dans la politique. Là, c'est autre chose. Là, c'est une stratégie personnelle. Est-ce que la loi permet cette stratégie personnelle? Non, vous pouvez le faire dans le cas des délais. Mais si le délai de 6 jours passe et que vous voulez le faire le jour J, pendant que le vote a commencé, vous êtes hors délai et on ne peut plus accepter votre liste de représentants. D'accord. Du point de vue politique, Lisiane Neher, comment analyser cela, par exemple? C'est une forme de suspicion qui existe, mais toujours est-il que ce n'est pas à l'avantage des acteurs politiques parce que, comme le disait M. Moreau, il faut rester dans la légalité. S'il y a un délai légal pour que chaque candidat puisse donner sa liste de représentants, il faut qu'il s'y plie. Parce que, comme le relevait M. Moreau, les innovations de ce code électoral permettent que chaque représentant de candidat ait un exemplaire de procès-verbal à l'intérieur du bureau de vote. Donc, cela permet également à l'homme politique de suivre et de compiler par lui-même les résultats bureau de vote par bureau de vote et de comparer les chiffres avec ceux qui sont annoncés par le ministère. Mais dans le cas où lui-même n'a pas présenté une liste de représentants à temps et qu'il n'est pas alors en possession des 10 procès-verbaux, on va dire qu'il est lui-même victime de ses propres turpitudes. Est-ce que la loi prévoit, dans ce cas de figure, par exemple, je le dis comme ça, des sanctions tout de même? Parce que là, il y a une condition de respect de la loi. Non, il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions, c'est une ouverture que donne la loi pour que chacun puisse observer et être en confiance avec le processus électoral. En réalité, cela peut aussi cacher une autre faiblesse des organisations politiques, l'incapacité à avoir suffisamment de représentants. Nous avons eu plus de 3000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Est-on sûr que les candidats en lice pouvaient déployer 3000 observateurs, 3000 représentants ou observateurs? Vous comprenez très bien. Donc, en réalité, comme je le disais, comme disait ma collègue, c'est que les acteurs politiques ont souvent un problème organisationnel. Malheureusement, il faut le reconnaître. Ce n'est pas pour faire la critique à qui que ce soit. C'est depuis longtemps. Et cela s'explique peut-être parce que les partis politiques, les acteurs politiques ont souvent traversé des difficultés particulières pour exister dans le cadre de l'Ancien Régime. Mais je crois que pour ce qui est du contexte actuel, l'élection a été annoncée depuis près de 4 mois, donc il n'y avait pas à dire que je suis surpris de m'organiser pour pouvoir présenter au moins peut-être 200, 300 ou 500 observateurs dans des zones électorales les plus sensibles. Parce qu'on sait que pour les grands Libreville, il suffit de couvrir tel type de bureau de vote pour avoir une idée un peu de la participation et de mieux préparer le résultat qui pourra en sortir. Donc c'est une question à la fois de stratégie, mais finalement, je crois davantage de faiblesse structurelle ou organisationnelle de la part
des acteurs politiques. D'accord. Alors, pour revenir sur les éléments liés justement à l'après-déclaration des résultats par le ministère de l'Intérieur, à ce jour, quelle est la responsabilité de la Cour constitutionnelle? Je repose la question. Que doivent retenir les Gabonais qui sont électeurs? Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur la régularité des résultats annoncés par le ministère de l'Intérieur. D'accord. Et ensuite, elle est seule habilitée à rendre officiels ces résultats. Donc, c'est vérifier que les bureaux les procès-verbaux sont rédigés correctement, que tous les signataires sont habilités à signer. En fait, c'est vérifier la conformité et la régularité de tous les procès-verbaux qui ont été compilés, de revoir les modes de calcul pour voir si les pourcentages annoncés, le mode de calcul a été bien fait, etc. C'est ce qui peut parfois... c'est pour ça que parfois les populations peuvent constater un certain écart. S'il y a par exemple, il y a des procès-verbaux qui sont jugés irréguliers, ils seront simplement annulés. Et la Cour constitutionnelle va annoncer, par exemple, que le bureau numéro 1 de l'école publique d'Okala, le vote a été annulé pour telle raison. Et ce bureau-là, ces suffrages-là seront retirés à l'ensemble des candidats, par exemple. Quelles sont les conséquences dans ce cas de figure? Est-ce que l'on peut se retrouver avec des chiffres, par exemple avec des pourcentages annoncés par le ministère de l'Intérieur, qui changent lors de la déclaration définitive ça peut changer pour des raisons de conformité ou d'irrégularité constatée. Il peut également y avoir, vous savez, lorsque les citoyens votent par procuration, ces procurations sont jointes au procès verbal qui est envoyé, comme disait mon collègue, à la CNOSER, à l'ACER et à la Cour constitutionnelle. Donc, on vérifie tous ces éléments-là. Si on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont voté par procuration alors que les procurations n'étaient pas dûment établies ou alors qu'ils n'avaient pas un formulaire dûment signé par le président de la commission électorale compétente, ou alors que la personne qui a voté par procuration n'était même pas inscrite dans cette circonscription électorale, par exemple, ça peut entraîner l'annulation de ce vote-là, donc le retrait de quelques suffrages. Donc oui, c'est ce qui peut expliquer certains écarts. Ça ne veut pas dire que les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur ne sont pas bons, parce qu'il faut retenir aussi que ce sont des chiffres provisoires. La personne qui, en dernier ressort, revoit les chiffres, revoit la régularité des procès-verbaux et de l'ensemble des opérations électorales, c'est la Cour constitutionnelle qui se prononce et qui, cette fois, donne des résultats définitifs. Mais justement, docteur Arcel Moreau, dans ce cas de figure, est-ce que l'on pourrait se retrouver en face des situations qui nécessiteraient de repartir, par exemple, à une élection parce que le scrutin dans certains bureaux de vote aurait été annulé? Oui, le code électoral prévoit les causes d'annulation d'un résultat dans certaines circonscriptions. D'accord. Et ce qui est prévu dans ce cas de figure, c'est de repartir aux élections dans cette circonscription électorale-là. D'accord. Et donc, c'est cette disposition qui est prévue. En 2016, par exemple, il y a eu l'annulation de près de 20 000 voix pour un candidat. Il n'y a pas eu une reprise. Ça a suscité des difficultés. Donc, je pense que pour rester plus dans le contexte que nous avons aujourd'hui, c'est que moi, dans mon observation, le processus électoral s'est passé calmement. Il y a eu, bien sûr, quelques couacs dans certains bureaux de vote liés soit à des retards, mais dans l'ensemble, le processus a été salué par les observateurs locaux et internationaux. Donc, à partir de ce moment-là, un scénario où on repartirait aux élections dans une circonscription donnée, je ne l'entrevois pas. Mais comme elle a dit, il pourrait y avoir certaines rectifications vis-à-vis un certain nombre d'erreurs qui peuvent être manifestes, mais sans que ça puisse impacter globalement le processus électoral tel qu'il a été engagé. D'accord, un dernier tour de table. Que doivent retenir les Gabonais? Désormais, les regards sont rivés vers la Cour constitutionnelle qui doit, elle, assumer la prochaine étape. Les Gabonais doivent retenir que pour l'instant, nous avons des résultats provisoires et que ces résultats doivent être confirmés et annoncés par la Cour constitutionnelle. Si jamais ils observent des écarts dans les chiffres, cela ne veut pas dire que le ministère de l'Intérieur s'est trompé. Cela veut dire tout simplement que la Cour constitutionnelle a beaucoup plus de temps. Elle a 7 jours. Le ministère de l'Intérieur a donné les résultats en 24 heures. La Cour, elle, a 7 jours
pour analyser minutieusement, procès verbal par procès verbal, regarder s'il y a eu des erreurs de calcul ou des erreurs administratives, ce qui peut entraîner un léger décalage entre les chiffres annoncés et les chiffres confirmés. Par ailleurs, vu le score affiché par le candidat vainqueur, il y a très peu de chances que ce candidat soit remis en cause. Nous avons un président, on peut le dire dès à présent, qui a été élu à la majorité écrasante des suffrages des Gabonais. Merci à vous, Lisiane Neher. Docteur Arsène Moronguindze, en 15 secondes, que retenir? Simplement dire que notre édifice électoral a fait ses preuves à cette élection et que les phases préalables qui ont été gérées par l'ACNOCER et l'ACER semblent avoir globalement donné satisfaction aux électeurs gabonais et confiance. Donc la dernière phase, c'est la phase de la Cour constitutionnelle et nous osons espérer que cette phase va également se dérouler comme les précédentes. Qu'à cela ne tienne, nous reviendrons justement sur ces attentes. Qu'attendent les Gabonais du nouveau président élu démocratiquement? Qu'attendent véritablement les Gabonais de Mabanda, de Chotanzala, de Moulengi Binza et autres? Nous le saurons en évoquant justement cette problématique avec nos invités lors de notre prochain rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.